Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, au programme de la musique, de la conversation et les coulisses d'un ministère. À l'intérieur de l'intérieur. Oui, dit comme ça ressemble à un petit précis d'anatomie, mais comme la BD est sous-titrée Police, gendarmerie, opération spéciale, 5 saisons au cœur du plus secret des ministères, nous voilà nous-mêmes renseignés. Et ce grâce à un auteur mi-Tintin, mi-Malotru, le personnage du bureau des légendes, parce que mon invité lui est très poli. On lui doit déjà 6 mois dans les coulisses du film Gainsbourg, vie héroïque de Johann Sfar, 5 années dans les pattes de Depardieu, campagne présidentielle suivant François Hollande, le château dans les couloirs de l'Élysée, comédie française, voyage dans l'antichambre du pouvoir, des carnets de campagne, toujours dans le sillon du candidat président, Edgar et la révolution des œillets au Portugal, et catégorie non embarquée, que grâce lui soit aussi rendue pour la série Sardines de l'espace et Super Murgeman, à jamais dans mon cœur. Il publie aujourd'hui donc, enfin non pas aujourd'hui, c'est paru, à l'intérieur, police, gendarmerie, opération spéciale, 5 saisons au cœur du plus secret des ministères chez Dargaud Charivari. Bonjour Mathieu Sapin. Bonjour Charline. Alors, comme ça, toujours rêvé d'être un espion? Ouais, c'est vrai, quand j'étais petit, je voulais être soit pompier, bon ça c'est classique, soit agent secret. Mais c'était à cause de James Bond. J'ai découvert James Bond un peu tôt et j'ai été totalement fan. Donc mi-Tintin, mi-Malotru, ça marche à peu près? Complètement, ouais. C'est moi. Embarquer à la radio, c'est une expérience qui pourrait se tenter? Moi tout m'intéresse. J'adore voir les coulisses, comment ça marche. Alors la radio justement c'est très mystérieux parce qu'on a une image. Bon maintenant il y a des vidéos, il y a des photos, mais on ne sait pas ce qu'il y a autour des studios. Et moi j'aime bien voir ce qu'il y a autour. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours? Moi, j'ai la chance de faire un métier qui, quand je ne suis pas sur le terrain, est dans un atelier où je dessine. Et ce qui est génial avec le dessin, c'est qu'on peut et dessiner et écouter la radio, par exemple, de la musique ou des podcasts. Et donc, c'est une place très importante. Mais j'écoute des choses très, très, très variées selon l'ambiance. Ça peut être du métal, ça peut être de la musique baroque, de la chanson française. Tout ça dans un atelier partagé? Alors, moi, j'ai une petite pièce à moi. Et dans la pièce voisine, il y a Christophe Blain, qui est mon camarade d'atelier depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et parfois, on ouvre la porte et on écoute la même musique, mais souvent, on a sa propre playlist. Alors, pour démarrer cette émission, j'ai choisi les Beastie Boys avec Sabotage. Je me suis dit formidable. Que ça ferait l'affaire. Le score sur Radio Nova. Nova. Beastie Boys sur Nova, Sabotage, et en compagnie de Mathieu Sapin, ce qui n'a aucun lien de cause à effet, si ce n'est un choix musical qui a priori te plaît. Oui, si, Sabotage, il y a un côté un peu film d'espionnage. Ouais, c'est ça, un peu action. Ouais. Les Beastie Boys, c'est une passion qui remonte à quand? Qui remonte à quand j'étais au lycée. Je connaissais pas du tout ce groupe. Donc j'étais au lycée il y a longtemps, c'était dans les années début 90. En 90. Et j'étais allé voir un concert du groupe Les VRP. Qui était dans la région où j'habitais, à côté de Dijon. Et le concert était dans un tout petit bled, vraiment paumé du côté de la route des Vins, là. Et je cherchais la route, justement. Il n'y avait pas le GPS, il n'y avait pas les téléphones portables, je rappelle, pour les plus jeunes d'entre nous. Et donc, je finis par voir une camionnette arrêtée auprès d'une épicerie. Je vais voir les gens de la camionnette pour leur demander la route, parce que je cherchais la salle de concert. Et ils m'ont dit, on y va justement, on t'emmène. Et donc, je monte dans la camionnette, et c'était la camionnette des VRP. Donc, en fait, très bien. Les mecs qui allaient faire le concert m'ont embarqué dans leur camionnette, donc c'était chouette. Et ils écoutaient une musique que je trouvais super. Ils m'ont dit, c'est un groupe, tu connais pas, c'est les Beastie Boys. Et c'est comme ça que j'ai découvert les Beastie Boys. Et c'est comme ça que tu as commencé à être embarqué, déjà. Et embarqué, voilà. Ça a démarré comme ça. Et je conseille les VRP, c'est plus très écouté aujourd'hui, mais c'est quand même un groupe ça reste mythique. Très cool. On parle à l'intérieur, la nouvelle bande dessinée que tu publies. La question est quasiment posée dès le début, celle de l'acceptation ou non de ce projet proposé par Camille Chaise, qui est à l'époque directrice adjointe de la com du ministère de l'Intérieur. Tu es entre réticence et curiosité. Qu'est-ce que tu craignais, le danger ou le jugement? Les deux. Le jugement, déjà, soyons honnêtes.
parce qu'il y a une étiquette, enfin une image comme ça très, très droite, quand on parle de police, gendarmerie, ce qui ne me caractérise pas. Et donc mon premier réflexe, c'était pas de dire non, c'était d'être un peu plus focus que ça et de dire peut-être qu'on peut le faire à plusieurs, comme ça dilue un peu le truc. Et donc faire comme j'avais fait pendant la campagne de 2022. Pour les carnets de campagne. Les carnets de campagne, on était 6, voilà, avec... je peux les nommer, hein. Il y avait Dorothée de Montfred, Louison, Lara, Coco Pello et Morgane Navarro. Et donc tous les 6, on avait suivi la campagne. Ouais. Et là, je me suis dit, on pourrait se mettre à plusieurs, peut-être ceux-là ou d'autres, et suivre différents services. Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est énorme. Il y a 300 000 personnes qui travaillent pour le ministère. Et donc, je me suis dit, on se met à plusieurs, et chacun raconte des trucs, et puis comme ça... on assume à plusieurs. Et en fait, quand j'ai proposé ça, je ne donnerai pas les noms cette fois-ci, mais tous les gens à qui j'ai proposé m'ont dit non, là j'ai pas le temps, là je suis, j'ai plein de trucs à faire, j'ai piscine, j'ai poney, et j'ai senti qu'il y avait une réticence. Et je me suis dit mais ça c'est intéressant, le fait que justement ce soit un sujet entre guillemets problématique, c'est intéressant. Et c'est justement parce qu'il y a cette réticence que ça me donne envie d'y aller, parce que les sujets consensuels, c'est très bien, mais c'est moins intéressant. Et d'ailleurs, le jugement ne tarde pas à arriver en la personne de ton camarade d'atelier, Christophe Blain, dont on parlait il y a un instant, qui est lui-même auteur de bande dessinée, et qui te dit ah oui, t'es de droite, donc. Oui, il disait ça pour me chambrer, parce que c'est vrai que oui, voilà, il y a cette image qui peut surgir assez vite dans des milieux comme les milieux de force de l'ordre. Et donc, il se moque de moi. Et voilà, puis moi, j'ai de l'autodérision parce que je le raconte dans l'album. Oui. Mais c'est vrai que... Comment dire ? C'est une chose d'avoir des convictions et une autre d'essayer de se donner une image respectable. Ouais. Et j'ai essayé de faire fi de ça et de vraiment suivre mon intérêt, ma curiosité, et en dépit de ce qu'on pourrait penser. Oui, puis il y a aussi l'ambition de rendre compte des choses telles qu'elles sont, en fait. C'est ça. C'est pas... j'imagine que, de fait, se pose rapidement la question de la bonne distance, celle qui est nécessaire pour avoir les infos, mais celle qui est nécessaire aussi pour ne pas être taxé de sympathie ou d'enjoliver les choses. Il y avait plusieurs obstacles, peut-être pas danger, mais plusieurs obstacles. C'était que donc Camille Chess, que vous avez cité, m'a dit voilà, je vous ouvre les portes, vous racontez ce que vous voulez, il n'y aura pas de relecture, pas d'intervention de notre part, et voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt chouette, mais il y a aussi le fait que, évidemment, je me doute bien qu'ils ne vont pas m'emmener dans des endroits où qui vont être donner une image dépréciative. Donc, il faut arriver à trouver la bonne distance, comme tu dis, pour ne pas être dupe de on me montre les choses cool, et arriver à gratter suffisamment pour se faire une idée la plus honnête possible. Et moi, le luxe que j'ai, c'est le temps, puisque j'ai passé, le sous-titre, c'est 5 saisons, donc un peu plus près 1 an et demi. Et ce temps permet de vraiment comprendre, assimiler, et puis se faire une idée un peu précise. Encore que, pour moi, honnêtement, cette bande dessinée, elle affleure juste. Même s'il y a 150 pages. Oui, voilà. Il y a tellement de choses à raconter, c'est tellement dense que je prétends pas être exhaustif, quoi. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera aussi Bob Marley. Oui, on peut tout à fait écouter et les Beastie Boys et Bob Marley. Et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Bob Marley sur Nova, Redemption Song, une chanson qui correspond à quelle période de ta vie, Mathieu Sapin ? J'allais dire à quelle période de la vie de Bob Marley, parce que c'est une de ses dernières chansons qui est, quand on connaît sa vie, triste, parce qu'il est décédé prématurément d'un cancer, et c'est une chanson qu'il a faite quand il était malade. Moi, quelle période de ma vie, Bob Marley ? Moi, j'étais pas du tout reggae quand j'étais au lycée, justement, quand j'écoutais les VRP. C'est plus tard, j'ai une période reggae, Rasta. Alors, c'était en lisant Russell Banks, le livre de la Jamaïque. Ça m'a donné envie de m'intéresser à ce pays. Et j'ai même envisagé à un moment donné de faire une bande dessinée biographique sur Bob Marley. Ouais. J'ai lu plein de bouquins sur lui. Et je trouvais ça intéressant parce que superstar, mais qui vient d'un pays qui n'est pas un pays... comment tourner ça ? Enfin bon, un pays pauvre, la Jamaïque. Et
Et voilà, et vie passionnante du gars, quoi. Et ça ne s'est pas fait. Non, mais j'ai fait quelques pages dans un collectif qui s'appelle Ouais. Rockstrips, édité par Vincent Brunner, qu'on peut trouver dans les bonnes librairies. On parle aujourd'hui d'à l'intérieur. C'est un autre sujet. On peut tout à fait passer de Oui. Bob Marley à la police. Il n'y a pas de... Mais totalement, parce que moi, ce qui m'a amusé, par exemple, en faisant ce bouquin, à l'intérieur, c'était de raconter les gens, d'essayer de m'approcher, de raconter les gens. Et donc, j'ai passé du temps dans des commissariats de police. Et c'est amusant de voir que des flics qu'on va voir en tenue dans la rue, quand on les voit dans les commissariats, on se rend compte qu'il y en a certains qui écoutent du métal, d'autres qui écoutent du reggae. Il y en a pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont des gens assez normaux, quoi. Il y a une séquence inaugurale dans cette bande dessinée, une séquence d'ouverture absolument démente, qui est digne d'un avant-générique de très très bonne série télé. Un in situ, en immersion, que je te laisse raconter en fait. Oui, j'aime bien ouvrir avec une séquence un peu forte. Et là, j'ai pas été déçu parce que je me suis retrouvé avec une compagnie d'intervention qui assurait le maintien de l'ordre lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Alors, de mémoire, c'était en juin 2023 à Paris. Et alors, donc, moi, j'étais vraiment parmi eux. J'étais casqué, habillé avec des jambières, des coudières, toute la tenue. Sauf que j'ai pas le gabarit d'un CRS, mais moi, j'étais parmi eux. Mais ils étaient très nombreux. Hein. Tout ça est très, évidemment, encadré, orchestré. Et on m'avait même désigné quelqu'un qui était mon référent, que je devais... Il m'a dit, surtout, ne me lâchez pas quand on charge, parce que si tu me lâches, t'es mort, quoi. Et donc, je raconte ça dans la séquence d'ouverture, et c'est vrai que ça m'a traumatisé, honnêtement. Il y a les premières pages, déjà, ils me mettent en garde sur ce qui peut arriver, sur les différents dangers. Ce sont des versions absolument terribles de tout ce dont on peut cauchemarder, a priori. Les cocktails Molotov, ils mettent des cagoules anti-feu. Moi, j'en avais pas, donc ça fait un peu encore plus peur. Ils me montrent des photos de tous les dégâts qu'on peut subir. Et puis, c'est parti. Et donc, je me retrouve... au début, c'était... disons que la tension monte peu à peu. Ouais. Et moi, ce qui m'a frappé, d'ailleurs, c'est que les gardiens de la paix avec qui j'étais... était là en me disant c'est une journée un peu chiante, quoi. Il se passe pas grand chose. Ouais. Il y en a un qui m'a dit je m'ennuie. On aurait dit Astérix avec les Romains là. Ouais. Et puis très vite ça dérape, comme c'est très scénarisé finalement, et donc les Black Blocs eux sont là pour provoquer au maximum, pour faire en sorte qu'à un moment donné ça déborde, et à un moment donné évidemment ça déborde, et là il y a affrontement et donc charge. Et donc, quand on se retrouve au milieu, en effet, c'est très, très impressionnant. Enfin, pour moi qui suis non-violent et qui n'ai pas fait mon service militaire, ça m'a fortement impressionné. On te suit donc au sein des différents services du ministère. Alors, un ministère qui est fait de sigles à foison. Oui. Et un ministère avec un vocabulaire très particulier. Comment est-ce que tu ne t'es pas perdu dans ce jargon, en fait, vraiment? Je me suis perdu, déjà, pour commencer. En fait, ce livre, cette bande dessinée, c'est un peu moi, je la vois un peu comme une espèce de train fantôme où je vais de service en service et j'essaye de comprendre et j'essaye de tenir le rythme. Mais honnêtement, je suis sorti de là, j'étais épuisé, déboussolé et en même temps passionné, parce que je suis consentant dans le sens où j'étais pas obligé de faire toutes ces immersions. Oui. J'en ai fait pas loin de 40, je crois. 40 sujets différents, déplacements différents. Et j'ai même pas eu la place de tout traiter dans le livre, tellement il y en avait. Mais ça, on n'en sort pas indemne. D'ailleurs, je tiens à préciser, si vous voulez apprendre ce qu'est une maillotche ou ce qu'est également une bénalette, ah oui. je vous engage donc tous à lire à l'intérieur. On continue de parler de cette bande dessinée dans un instant. Pour l'instant, on écoute la femme. Le score sur Radio Nova. Sur la planche, et toujours en compagnie de Mathieu Sapin, venu nous parler d'À l'intérieur, qui est paru aux éditions d'Argo Charivari. Je ne veux pas laisser les gens qui nous écoutent sur un insondable suspense. On parlait du langage, qu'il soit policier ou au ministère de l'Intérieur de manière générale. Qu'est-ce qu'une bénalette? Ah, alors une bénalette. Oui, je ne savais pas que ça existait, mais c'est en fait le fait d'être, quand on est dans la police, mais qu'on est par exemple en civil, et de tout d'un coup faire le justicier, en fait, faire le justicier en dehors de son temps de travail. Et moi, donc, j'étais embarqué dans ce ministère, et
peu à peu, je me suis mis à développer des réflexes un peu bizarres. Notamment, une fois, il y a une voiture qui a failli m'écraser et qui, dans la rue à Paris, et qui, au lieu de s'excuser, fait une espèce de manœuvre et puis va rageusement se garer à contresens. Enfin, rien n'allait. Et donc, je suis allé la voir. C'était une conductrice, et pour lui dire quand même, elle avait un gros SUV, et pour lui dire, ça se fait pas. Et puis là, elle commence à me parler mal. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, je lui ai dit, vous savez, je suis de la police. Bien tenté. J'étais dans mon délire, quoi. Et vous savez, je suis de la police. Et là, ça n'a pas du tout marché, en fait. Elle n'a pas du tout été impressionnée. Elle m'a dit, ok, allez-y, montrez-moi votre plaque. Rien à faire. Et en fait, c'était foireux. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? C'est bizarre, ce truc de tout d'un coup vouloir utiliser des droits qui ne sont pas les miens, tout simplement. Et donc, j'ai appris, donc j'ai raconté ça aux personnes avec qui que j'accompagnais, j'ai appris que ça s'appelle une bénalette. Alors, dans la bande dessinée, il y a du bureau, il y a des gens qui observent, qui analysent, des réunions, de la formation. Et il y a aussi du terrain, c'est-à-dire le service de la protection. Ah oui. Il y a le peloton des gendarmes de haute montagne de Chamonix, il y a la prépa des JO, il y a l'escalade de la Tour Eiffel, pour qu'on en parle un instant. Quelle a été pour toi la partie la plus marquante ? La plus marquante ou la plus what the fuck? Parce que... faisons 2 catégories. Alors, la plus marquante. La plus marquante. On a déjà parlé des manifestations, ça m'avait beaucoup marqué, mais la visite du pape à Marseille, ça c'était assez drôle. Donc ça, c'était avec le service de la protection, exactement, SDLP, service de la protection. Donc oui, c'est à Marseille. Et quand une personnalité internationale arrive sur le territoire français, il a ses propres gardes du corps, mais il a aussi l'État français, mais en service, une unité qui va assurer la protection. Et donc le pape, évidemment, je me suis dit, ça c'est quand même marrant. Et j'ai pas été déçu. Par exemple, il y a des personnages curieux comme le précurseur, qui est un policier, donc des services français, mais qui va accompagner le pape dans tous ses déplacements, mais au plus proche. Et pour que ça passe, pour qu'on fasse pas attention à lui, il est déguisé en prêtre. Il a une soutane, mais vraiment c'est comme dans James Bond, on en parlait tout à l'heure, mais il a un pistolet attaché à sa cheville, à son mollet. Il a une espèce de fausse valise bouclier, etc. Et donc moi j'ai des fausses lunettes aussi. Je me suis vraiment marré à raconter ça. Et d'ailleurs, le pape aussi est plutôt drôle comme personnage. Et notamment, il sort de son avion et puis il avait un entretien avec la première ministre de l'époque, qui a été Elisabeth Borne. Et puis il sort de là, il dit à son directeur de cabinet, c'était qui cette dame avec qui il a parlé pendant une demi-heure? Bon, c'était la première ministre, c'est pas grave. Et voilà. Et donc l'anecdote la plus what the fuck, j'imagine que... Est-ce qu'elle a la Tour Eiffel au hasard? Ah oui, ça c'est bien. Alors ça, la Tour Eiffel, ça c'est avec la BRI, Brigade Recherche et Investigation. Et donc ça c'était la BRI, c'est vraiment les brigades d'élite, là, c'est ceux qui sont intervenus au Bataclan, etc. Et donc ils s'entraînent tous les 2 mois, je crois, sur notamment à escalader la Tour Eiffel. Alors ils font pas toute la Tour Eiffel, ils font juste, ça dépend. Là c'était entre le premier, c'était entre le premier et le 2e étage. Et quand on m'en a parlé, moi je me suis dit c'est une blague, parce que mon collègue Christophe Blain qui les suit aussi en ce moment, c'est lui qui m'a embarqué là-dedans. Et en fait non, c'était vrai. Donc un beau matin à 6h30 du mat, on se retrouve suspendu à 55 mètres au-dessus du sol et on fait moins le fier. Ouais. Est-ce que tu es désormais, et de fait, un homme de terrain, en d'autres termes? Est-ce que tu as acheté d'autres chaussures que tes baskets de bobo? Pour escalader la Tour Eiffel, oui, j'ai acheté des Salomon chez Decathlon qui sont très bien, qui me font de l'usage encore. On continue de parler d'à l'intérieur. Juste après Philippe Catherine, la France a besoin de toi. Ah génial. Le score sur Radio Nova. Nova. Catherine sur Nova, la France a besoin de toi, qui était donc la bande originale d'un film remarquable qui s'appelait Le Poulain, réalisé par Mathieu Sapin et qui est actuellement disponible sur Prime. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, sur Prime et sur TF1 vidéo, je crois. Ouais. Philippe Catherine, qui joue dans le film, aussi m'a fait l'amitié d'écrire quelques chansons pour le film, et notamment celle-ci. Et moi, je suis très très touché de l'écouter aujourd'hui. Et un film qui raconte les coulisses d'une campagne. D'une campagne présidentielle en France. Il y a un petit tropisme, non? Oui. Non, mais c'était suite à la première BD que j'avais faite en 2012, que des producteurs, Pyramide Productions, m'avaient proposé d'écrire ce film que j'avais écrit avec Noé Debré. Et c'était un très bon souvenir.
Retour à l'intérieur, c'est le titre de la bande dessinée parue chez Dargo Charivari. On parlait des multiples expériences et opérations que tu as suivies et j'imagine aussi, parce qu'il y a des pages qui sont évidemment plus graves que d'autres, qu'il y a certaines rencontres qui ont dû être un peu plus lourdes que d'autres. Il y a un moment où tu es... avec une équipe qui s'occupe des migrants à Calais, tu voyages aussi jusque Mayotte. J'imagine que ça laisse pas indemne. Oui, et puis alors il y a aussi des choses que j'ai même esquivées, hein, comme la brigade de protection des mineurs. Ouais. Honnêtement, là j'ai eu un entretien, je raconte un peu dans le livre, mais je suis pas allé plus loin. Parce que voilà, il y a des sujets qui sont durs. Mais la question des migrants, oui, ça je l'ai beaucoup suivi pour le livre. Donc je suis allé à Calais, je suis allé aussi beaucoup à Paris avec. Alors je vais pas m'y retrouver avec les acronymes, mais en tout cas l'organisme qui s'occupe de l'accueil des migrants, etc. Et ouais, là d'un seul coup on voit la réalité. J'ai visité aussi des logements de migrants. Et ouais, c'est dur parce que c'est une chose d'entendre ça à la radio et une autre de le voir en vrai. Et puis, en plus, on prend conscience du cynisme des passeurs. C'est-à-dire que c'est un business et on se rend compte à quel point c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il y a énormément de fric à se faire, en fait. C'est un marché. Ouais. Tout autre chose, alors moins sur le terrain, quoique, une interview, je ne sais pas si tu l'avais prévue ou non, qui se déroule dans une voiture lors d'un retour à Paris, où tu te retrouves à interviewer Gérald Darmanin, et tu parles de sa poker face. Est-ce que ça le rend plus facile à dessiner ? Là, on était en voiture, donc je le dessinais pas. Hein, j'ai enregistré. Je l'avais jamais dessiné avant. En tout cas, je voulais pas. Donc, il était ministre de l'Intérieur pendant que je faisais cette enquête. Et il est, on va dire, un personnage qui apparaît dans quelques pages, mais je voulais pas que ce soit le personnage récurrent, parce que pour moi, le vrai sujet, c'est le ministère, et pas le ministre. Et même si c'est un livre évidemment politique, qui parle de politique au sens de la vie dans la cité. Il ne parle pas de politique politicienne, où il y a... je parle un peu de l'extrême droite, des choses comme ça, mais il n'y a pas de... Enfin bref, je ne voulais pas que ça prenne trop de place. Et donc, ouais, c'était assez amusant, original de l'interviewer en voiture, parce que je savais qu'en voiture, les gens se parlent différemment. Ouais. D'ailleurs, il y a des émissions d'interviews en voiture comme ça. Et en effet, c'était très bien, parce que là, j'avais 20 minutes devant moi, et puis on a parlé de façon assez libre, même si ça reste un ministre qui, évidemment, contrôle tout ce qu'il dit. D'où la poker face. Oui, d'où la poker face. mais c'était quand même intéressant, notamment quand il raconte qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il reçoit un texto, entre 2 à 3 fois par jour, un texto, qui, en fait, à chaque fois qu'il y a un homicide en France, il y en a 2 ou 3 par jour, le ministre de l'Intérieur reçoit un texto. Donc c'est quand même assez sinistre comme job de recevoir ça, d'être bombardé de textos annonçant la mort de quelqu'un, une mort violente. Mais ça fait partie du job, ouais. C'est une incursion dans un milieu à la façade des plus austères, et c'est pourtant une bande dessinée qui est extrêmement vivante, qui fourmille de détails, d'explications qui sont jamais lénifiantes, et d'humour aussi. Comment est-ce qu'on maintient cet équilibre entre l'exigence de ne pas perdre le lecteur en l'accompagnant, tout en perdant pas de vue le récit et le contrepoint humoristique que tu apportes en te mettant toi-même en scène dans la bande dessinée? Oui, l'humour vient beaucoup de ma position, qui suit... c'est vraiment le poisson hors du bocal. Moi, j'ai vu le petit côté la coccinelle de Gottlieb. Oui, aussi, ça marche aussi, mais comme je suis... je connaissais pas du tout le milieu de la police, je suis... pas du tout, comme je l'ai dit, moi j'étais objecteur de conscience, j'étais vraiment très très loin de cet univers-là. Donc mes réactions sont souvent drôles, mais toujours assez sincères. Hein. Je force pas le trait plus que ça. Mais quand il y a des moments flippants, ils sont vraiment flippants. Et quand il y a des moments marrants, oui, je me marre vraiment. Aussi, ce qui était assez drôle, par exemple, c'est le côté très hiérarchisé de ce milieu, très... c'est très... ça file droit. Et moi, qui suis tout l'inverse, ça m'amusait de voir que, comme j'avais été... on m'avait ouvert les portes de façon officielle, les gens me recevaient de façon très sérieuse. J'étais reçu par des préfets, par des directeurs le directeur de l'école de police de Saint-Malo. Et je sais pas s'ils mesuraient à quel point moi je suis un zozo, quoi. Et donc ça m'amusait de cette espèce de décalage, et le fait de mettre de l'humour me paraît, je fais ça naturellement parce que c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Mais j'aime bien
c'est vraiment ça que j'aime, raconter un truc de la façon la plus précise possible, mais apprendre en s'amusant. Mais un Zozo qui s'est quand même retrouvé dans une réunion vraiment classée secret défense, ce que je ne dévoilerai pas ici, parce que je pense que c'est vraiment un spoiler. C'est un des grands moments de la bande dessinée. En tout cas, vraiment, allez jeter un œil. Moi, je ne m'y attendais pas du tout à ce moment-là du récit. Ah ok, très bien, on atterrit ici. On marque une courte pause publicitaire, on revient juste après. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Mathieu Sapin. Oui, je mets des petits teasings comme ça sur ce qui se passe dans la bande dessinée. Je ne veux pas mettre de spoiler. Je trouve ça très dommage de tout raconter. C'est-à-dire que la bande dessinée est foisonnante, il y a des choses qu'il faut aller découvrir. En revanche, j'ai une vraie question. Le compte-rendu de Christophe Blain sur la BRI, ça va être une réalité ou... Très bien. Parce qu'il se moque de toi au début, mais finalement, il finit par y aller. En fait, oui, il s'est pris de passion, notamment pour la BRI, et donc, je lui ai dit, chiche, vas-y, toi, fais-toi un album sur la BRI. Ça me faisait tout à l'heure, je me plaignais du fait que mes camarades n'aient pas voulu m'accompagner. Finalement, j'en ai trouvé un, c'est Christophe Blain. Mais donc, il fait son propre album. Ça sortira, j'espère, l'année prochaine. Et donc, sur la BRI, Comment est-ce qu'on sort physiquement d'un mois et demi au ministère de l'Intérieur, tout en sachant qu'on le voit en fait à la fin aussi de l'album, tu as travaillé en même temps sur le chantier de Notre-Dame, ce sera le sujet de ta prochaine bande dessinée. Alors, j'ai observé le chantier, j'ai pas travaillé sur le chantier, j'ai pas taillé des poutres. Il y a quand même, c'est quand même déjà une première partie de ton travail. Mais en effet, j'ai eu la chance de suivre une très grosse partie du chantier. Et c'était mon problème d'ailleurs de l'année 2023-2024, c'était comment je vais organiser mon temps pour suivre le ministère de l'Intérieur et le chantier, sachant que les deux n'attendaient pas. Et donc, je passais de l'un à l'autre. Je revenais de Mayotte, je montais en haut de la flèche de la Tour Eiffel. De la Tour Eiffel, non. je montais en haut de la flèche de Notre-Dame, et le lendemain, je montais sur la Tour Eiffel. J'ai une vie assez trépidante et fatigante. Ouais, je veux bien l'imaginer. Je me demandais d'où t'es venu cet intérêt pour le pouvoir, comme sujet de bande dessinée, j'entends, pas comme ambition de domination du monde, a priori. Mais D'où c'est venu ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé il y a encore une dizaine d'années, un peu plus. Mais c'est le hasard des rencontres. Tu as mentionné tout à l'heure ma première bande dessinée d'immersion, c'était sur le tournage du film Gainsbourg Vie héroïque. Et puis après, j'ai glissé, parce que de là, je me suis intéressé au journal Libération. J'ai fait une BD enquête sur Libé, où j'ai passé 6 mois, en 2011. Et là, je dirais que ça m'est tombé vraiment dessus au moment de l'affaire DSK. Je suivais Libé au moment de l'affaire DSK. Pour rappel, pour les beaucoup plus jeunes, DSK était supposé était très bien parti pour être le prochain président de la République. On pensait qu'il allait battre Nicolas Sarkozy, et puis patatras, tout s'arrête brusquement dans un Sofitel à New York. Et là, quand on est témoin de ça, pas direct, mais très proche, du point de vue des médias, il y a quelque chose qui est plus fort qu'une série télé. C'est l'effet de réalité. Et puis c'est Libé qui m'a mis sur les rails du pouvoir, notamment en me proposant de suivre la campagne présidentielle de 2012. Et là, j'ai eu de la chance parce que j'ai suivi un candidat, pas complètement au hasard, mais quand même, qui était François Hollande. Et là, on se retrouve aspiré. Moi, j'étais aux premières loges, j'étais vraiment observateur, mais dans l'équipe de campagne. Et donc, on se retrouve dans le bureau au moment de l'élection, etc. Donc, c'est passionnant. Et après, un petit passage à l'Élysée, tranquillement. Fatalement, oui. Oui, évidemment. La porte est entrouverte. Dernier titre choisi par mes soins avant de te laisser l'accès à la bibliothèque, j'allais dire. Pas du tout, peut-être plutôt à la discothèque de Nova pour choisir les titres qui nous accompagneront pendant la dernière demi-heure. J'ai opté pour Outkast, Miss Jackson. Outkast sur Nova, Miss Jackson. J'ai pas posé la question, Mathieu Sapin, est-ce que ça marche, Outkast ? Ah oui, bien sûr, gros fan d'Outkast. Parfait. On va en savoir plus sur tes goûts musicaux, d'une part parce que dans un instant on va découvrir ta playlist, mais juste avant, il y a aussi une tradition dans cette émission qui est une rafale de questions sur tes souvenirs de musique. L'idée c'est de répondre du tac au tac, et normalement je n'ai pas le droit de te demander de justifier ni de juger. Je dis bien normalement parce que ça n'arrive jamais. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne. Jolie bouteille, sacrée bouteille de Gramall Wright. Le titre de ton adolescence. Noir désir, oula. Compliqué, très compliqué. Mais honnête, réponse honnête. Ton hit de karaoké. J'ai jamais fait de karaoké.
Mais Alors, je sais pas, sous la douche, qu'est-ce que tu chantes sous la douche? On s'en contentera. Non, mais I Will Survive, mais de Cake. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Une chanteuse qui s'appelle Robin, c'est ça, Dancing on My Own, ouais. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Je dirais Bob Sinclair, la chanson avec Céron? Oui, par exemple. Ouais. Le titre qui te fait sortir de la piste de danse? Sortir de la piste de danse, il y en a plein. Qu'est-ce qui est tous les trucs genre Patrick Sébastien, quoi. Normal. Ta chanson de comédie musicale préférée? Je connais pas trop les comédies musicales, quoi. Ni ciné, ni... si, je peux citer Il est venu le temps des cathédrales. Oui, évidemment, forcément. On commence déjà l'autopromo. À cause de Notre-Dame, ouais. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Ce que j'ai beaucoup écouté ces derniers jours, c'est Motorhead, God Was Never on Your Side. Et la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête, la catégorie pénible? C'est pas si pénible, mais Mia, Paper Planes, par exemple. Oui, ça c'est plutôt sympa. J'aime bien. Moi j'étais plus dans les mélodies de publicité ou les trucs de type que les chansons des années 80. Ce genre de trucs qui restent bien, comme ça, là, qui est très lancinant. Oui, je vois bien. Mais tu es imperméable. Là, comme ça, j'ai la chance de pas être matrixé. Bon, tu as bien de la chance. Je ne sais plus où j'en suis. Il faut que je passe à la playlist. C'est vraiment une journée qui est très compliquée. Merci pour ces réponses franches, honnêtes et rapides. Je rappelle que tu es donc venu nous présenter À l'intérieur, paru chez Charivari d'Argo. C'est absolument remarquable et c'est assez passionnant, je dois dire. Merci. Mais non, avec grand plaisir. Et on découvre maintenant ta playlist. Oui. Pour démarrer, tu as choisi Björk et Bachelorette. Pourquoi ce titre ? En fait, la plupart des titres, c'est un peu des titres de choses que j'écoutais quand j'étais étudiant, qui est une période lointaine mais chérie à mes yeux. Et donc Bachelorette, j'avais découvert assez tard Björk et j'ai eu la chance de la voir aux Eurokéennes de Belfort. Et puis je trouvais et je trouve toujours que c'est très singulier, un mariage inédit de plein de trucs techno, chansons, trucs chelous. Et Bachelorette, c'est entraînant, c'est beau. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.